des dernières phrases du professeur Ferroluzzi était l'introduction que j'avais prévue pour cette table ronde, parce que ma première question va s'adresser à Gilles Miseret, qui est l'heureux directeur de l'Office de la formation professionnelle et continue. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, il y a la partie structurelle et Giovanni Ferroluzzi a accolé à structure formation. Alors, comme l'a rappelé Vincent dans son introduction, ça fait des dizaines, enfin, en tout cas une grosse dizaine d'années qu'on sait qu'il y a un déficit de main-d'œuvre dans le domaine MINT. Alors, Gilles, je suis tentée de vous poser, allez, soyez, je vais être un peu provocatrice en ce début de matinée, hein, parce qu'il ne fait pas beau, il faut un peu mettre de l'ambiance. Qu'est-ce que la formation professionnelle a foutu tout ce temps pour qu'on continue d'avoir un déficit de main-d'œuvre MINT? Donc, MINT, je pense que tout le monde sait, c'est les métiers de la mathématique, informatique, technologie, sciences naturelles. Je retourne la question à l'économie. Et ça me revient, et ça revient par rapport à... Je vais prendre quelques chiffres, et vous me corrigez, monsieur le professeur, mais il y a quelques chiffres qui m'interpellent. Le premier chiffre, c'est le chômage, ça a été évoqué, avec des différences cantonales qui sont là. Il y a une différence aussi cantonale, intercantonale, c'est le taux d'apprentis. Hier soir, on célébrait 3000 lauréats qui obtenaient leur titre professionnel à l'Arena, donc l'Arena était pleine. Eh bien, dans un autre canton, dans la mesure où la moyenne suisse est à 5% d'apprentis, on aurait dû avoir 12 000 apprentis. J'ai bien dit 12 000 apprentis, ça veut dire 3 fois plus. Alors ça, c'est déjà interpellant. Après, je reviendrai par rapport à votre question, par rapport à la question de la responsabilité de l'État et pas seulement. Donc 12 000. Et ce qui est intéressant, c'est de corréler, et dans votre étude, vous avez corrélé entre niveau de formation professionnelle et taux de chômage. Peut-être c'est un raccourci simplifié, mais il est quand même assez intéressant de le relever. On pourrait y revenir tout à l'heure. Maintenant, la responsabilité de former. Eh bien, il faut rappeler qu'en Suisse, et c'est une des spécificités qui est observée largement au-delà des frontières, d'ailleurs, il y a régulièrement, dernièrement, il y a eu l'Assemblée nationale française qui est venue nous voir, etc. Donc, on est intéressé, le modèle suisse nous intéresse nos partenaires. Eh bien, ce modèle suisse, il s'appuie sur 3 piliers. Il y a les partenaires sociaux, l'économie et l'État. Et cette trilogie, eh bien, elle se tient, elle est là. Et sachant que la question de la formation professionnelle, elle s'appuie essentiellement sur l'économie. Ce n'est pas l'État, contrairement à d'autres pays, qui forme les professionnels de demain. Eh bien non, je suis navré de vous le dire, eh bien c'est l'économie qui a sa responsabilité de former en formation duale, en entreprise, des collaborateurs qui demain seront engagés pour la plupart dans la même entreprise qui a été formatrice. Et ça, c'est une réalité. Je ne veux pas mettre en exergue certains groupes horlogers qui m'approchent de moi et me disent « mais on ne trouve plus d'horlogers ». Je dis « oui, heureusement qu'on a une école d'horlogerie à plein temps, parce qu'à Genève, on a de la formation plein temps, et fort heureusement qu'on a encore de la formation à plein temps. Mais ce qu'il faut observer, c'est que nous ne formons pas, l'économie ne forme pas assez d'apprentis. Alors on pourra revenir par rapport à l'employabilité, je ne veux pas vous noyer avec des chiffres, parce que il y a aussi une observation entre la population au chômage et le niveau de formation. On pourra y revenir dans un deuxième temps. Maintenant, la responsabilité. Moi, je prends mes responsabilités comme directeur général de l'OFPC pour faire en sorte que toutes les conditions cadres soient optimales par rapport à l'engagement des apprentis au niveau des entreprises. Mais je crois, et je peux le dire, vous pouvez me contredire, on est presque au maximum de ce qu'on peut faire légalement au niveau de la formation professionnelle, sachant qu'il y a des standards de qualité qui sont imposés par les milieux professionnels, par les ORTRA, les organisations du monde du travail. Mais maintenant, il faut engager des apprentis, il faut former. Voilà. Donc, la première réponse, c'est que les entreprises ouvrent des places d'apprentissage supplémentaires. C'est effectivement ça. Vous avez dit d'ailleurs hier soir que toutes les places ouvertes d'apprentissage étaient remplies. Ben, encore une particularité de Genève, on a lu dans la presse, et c'est une réalité,
que la majorité, quasiment tous les cantons suisses, il reste des places très importantes, un nombre de places très importantes à repourvoir qui ne sont pas prises par des apprentis. À Genève, ben, il nous en reste 30, 40, 50. On est malheureux parce que c'est 50 places qui nous restent sur les bras, mais comparativement aux autres cantons, c'est rien. Donc on place tous nos apprentis. Il faut voir, hein, quand on fait, et on organise pour les entreprises, pour le compte des entreprises, des recrutements directs. Donc c'est premier contact employeur et apprenti. Et bien dans certains secteurs que vous avez cités, mais il y en a d'autres, hein, on pourra y revenir, eh bien il y a 15, 20 apprentis pour une place d'apprentissage. Et là, on est dans des champs de tension qui sont très importants et in fine, on se retrouve dans une pénurie, en tout cas de places d'apprentissage. Après, le corollaire en termes de personnes dans les entreprises, pour moi, il est évident, mais on pourrait y revenir. Donc la responsabilité, elle est partagée, mais je le dis, la grosse pierre est dans le jardin de l'économie. Mais alors moi, je suis presque tentée de vous dire, mais est-ce que moi, spontanément, les métiers MINT, je me serais dit, mais ça, voilà des clients de formation des instituts supérieurs. Donc, en réalité, avec votre réponse, vous rendez attentif au fait que ce n'est pas parce qu'on parle de métiers ou de formation scientifique et technique qu'on doit automatiquement réfléchir en termes de formation, de parcours académique. Non, mais écoutez, le système en Suisse, il est complètement ouvert, hein. Donc, je vais pas prendre mon exemple. J'ai commencé une formation dans le domaine de la terre, de l'agriculture, de l'horticulture, et puis j'ai fait l'école d'ingénieur, j'étais professeur, et j'ai fait un parcours après universitaire. Et les modèles sont complètement ouverts. Et je crois qu'on n'est plus dans le sens de la verticalité. On est vraiment dans la question de l'ouverture, et la filière professionnelle que je défends et que je porte, évidemment, c'est une filière, et on le voit, qui est extrêmement ouverte, prometteuse, qui permet d'assurer une employabilité. Je vous prends un chiffre et je le donne, hein, c'est que l'employabilité, les personnes, Fabrice, tu me corriges, mais la population la moins inscrite au chômage, c'est la population liée à une certification professionnelle plus une formation supérieure. Je ne parle pas des Fachhochschulen et des hautes écoles spécialisées, je parle des formations supérieures de type brevet, diplôme ou des écoles supérieures. Ça, les dernières statistiques mettent en évidence qu'en termes d'employabilité, c'est vraiment le top. Maintenant, ceux et celles qui ont un CFC ou une AFP sont au niveau comparable au niveau universitaire tertiaire A. C'est ça qui c'est vraiment très intéressant. Puis après, des taux beaucoup plus importants pour ceux et celles qui sont porteurs de titres général, la maturité professionnelle, la maturité gymnasiale, l'école de culture générale, et bien évidemment ceux qui ne sont pas qualifiés ferment le peloton. On va revenir, sauf Fabrice, si vous souhaitez ajouter sur cette question-là maintenant, on va revenir sur les questions de formation parce que je pense qu'on peut peut-être ouvrir tout à l'heure la discussion sur le besoin de formation pour trouver un job ou en tout cas être employable. Mais en termes de constat sur les métiers qui sont en demande, j'aimerais à présent demander à Nathalie Brodard, qui est fondatrice et CEO de Brodard Executive Search, donc qui recherche des talents. Quelle est votre expérience et qu'est-ce que vous constatez dans votre pratique quotidienne? Par rapport? Quels sont les métiers qui sont demandés? Qu'est-ce qu'il manque? Alors nous, on est assez spécialisé par rapport au domaine bancaire. On est dans ce secteur-là, financier. Après, on travaille aussi pas mal avec des fiduciaires et des cabinets d'avocats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, évidemment, ce sont les profils d'informaticiens, de développeurs, dans tout ce qui concerne le côté informatique. On a aussi pas mal de soucis à trouver des fiscalistes. Et puis, j'ai aussi des contacts pas mal dans l'hôtellerie. Et puis là, c'est clair qu'il y a une grosse pénurie au niveau de l'hôtellerie. On a pu voir que ça s'est amplifié. C'est des métiers, il y avait déjà une pénurie avant le Covid, mais pendant le Covid, ça s'est amplifié. Parce que justement, les gens ont eu le temps de réfléchir, se poser des questions de ce qu'ils voulaient en fait. Par exemple, dans l'hôtellerie, où les salaires sont plutôt bas, le travail est assez dur. Donc, des jeunes ou des moins jeunes se sont dit que finalement, ils préféraient peut-être travailler dans des conditions qui étaient différentes. Donc, ils ne sont pas revenus dans le secteur.
Et dans l'hôtellerie, ils ont énormément de problèmes à recruter en ce moment, parce qu'il y a eu justement cette prise de conscience, en fait. Au niveau de la fiscalité, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une énorme demande. Il y a aussi une demande dans les banques de fiscalistes. Donc, il y a de la peine à trouver des gens qui sont formés. Il n'y a pas d'école sauf erreur de fiscalistes, donc ils les forment. Une fois qu'ils sont formés, c'est des profils qui sont vite chassés par d'autres entreprises. Donc là, on arrive vraiment dans une question de guerre des talents, en fait, où les gens sont chassés, formés, chassés, pardon. Un petit peu d'eau, j'ai la gorge sèche. Donc la guerre des talents, où on se pique les profils. C'est vrai que je discutais avec pas mal de mes clients et ils me disaient mais c'est très rageant, c'est très frustrant parce que vous avez une personne que vous formez, vous êtes tout content, vous pensez qu'elle va être associée dans votre entreprise ou qu'elle va grandir au sein de l'entreprise. Puis finalement, votre voisin vous dit bon, ben, on l'apprend parce qu'on peut lui offrir ou du management ou des conditions meilleures au niveau du salaire ou de la flexibilité dans le travail. Donc, je dirais au niveau bancaire, c'est surtout au niveau informatique et dans la fiscalité. Mais sinon, on voit vraiment dans d'autres domaines, en fait. Et alors, si on compare votre constat avec celui de Fabrice Schorr, qui est directeur du service employeur, l'Office cantonal de l'emploi, alors, vous, comment est-ce que enfin, j'imagine que vous posez le même constat, vous allez nous dire, et quelle est votre analyse ? Alors c'est clair, nous on arrive un petit peu en bout de course, c'est-à-dire que les gens qui viennent s'inscrire chez nous sont des gens qui malheureusement ont perdu leur emploi pour différentes raisons, et puis on s'aperçoit d'une pénurie dans certains métiers où on n'est pas susceptible de trouver au chômage des gens à proposer aux employeurs avec lesquels on travaille. C'est le cas dans le domaine de la santé, si vous cherchez une infirmière inscrite au chômage, il y en a très très peu, c'est aussi la raison pour laquelle tant au HUG que dans toutes les cliniques privées ou à l'IMAD, on a la difficulté à pouvoir pourvoir en fait des personnes en provenance du chômage et c'est pour ça que le marché va chercher ailleurs les compétences qu'on n'a peut-être pas ici. C'est le cas aussi évidemment, comme disait Nathalie, dans le domaine bancaire au niveau des informaticiens, on n'en a pas. Même pour nous, au sein de l'Occine, au sein de l'État de Genève, quand on cherche des informaticiens, c'est la croix et la bannière, c'est très difficile de trouver au chômage des gens qui sont suffisamment bien formés. Et quand ils sont suffisamment bien formés, ben, effectivement, ils se retrouvent à être chassés par les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Après, pour parler de l'hôtellerie-restauration, c'est vrai qu'il y a eu une accélération un petit peu du mouvement en lien avec la crise sanitaire du Covid. On a lu tous beaucoup d'articles là-dessus. Ce n'est pas propre à Genève, c'est propre au monde entier. J'ai lu cet été des articles sur des régions touristiques qui avaient peine à ouvrir parce que quelque part ils n'arrivaient pas à trouver, y compris des gens qui étaient là peut-être juste pour l'été. Il y a une réflexion qui s'est faite, c'est peut-être une réflexion générationnelle, c'est peut-être une nouvelle génération qui veut plus travailler sur les mêmes codes qu'auparavant. Et on s'est aperçu à travers la crise sanitaire quand ça s'est stoppé, quand il n'y avait plus aucun restaurant, hôtel-restaurant qui était ouvert, de dire qu'il y a une autre vie qui est possible et que la pénibilité de ces métiers de l'hôtellerie-restauration, notamment le fait d'avoir des horaires réguliers, de travailler pendant que les autres s'amusent, d'avoir des coupures à midi ou l'après-midi, parce que voilà, on ouvre le matin, on a des coupures, on ne sait pas quoi faire de ce temps, bah, peut-être ce temps il pouvait être mieux investi dans d'autres types de métiers et il y a eu des réorientations professionnelles. Donc aujourd'hui, chez nous, cette année, on a, là où on a le plus de demandes d'emplois vacants, c'est dans l'hôtellerie-restauration. J'ai encore regardé les chiffres hier et on n'arrive pas à matcher. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont inscrits au chômage dans ces métiers-là, mais c'est des gens qui soit ont décidé d'avoir des temps partiels dorénavant, soit c'est des gens qui peut-être n'ont plus envie de chercher dans ces domaines d'activité. Donc c'est très très difficile et on s'est associé avec les associations faîtières représentatives de ces métiers pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de discuter comment peut-être est-ce qu'il faut revaloriser les métiers de l'hôtellerie-restauration. Là, il y a un travail qui est à faire avec les associations faîtières, avec les professionnels. Gilles en parlait tout à l'heure, aussi des places d'apprentissage dans l'hôtellerie-restauration. C'est stable depuis de nombreuses années et c'est très faible. J'avais sorti les chiffres et tout ça, c'est vraiment, on ne forme pas assez de gens. Et je pense que là, il y aura une campagne véritablement des institutions à mettre en place pour revaloriser ces métiers, qui sont des métiers fabuleux, mais qui effectivement
peut avoir une certaine pénibilité et peut-être pour les jeunes d'aujourd'hui, ils ne font plus rêver autant que peut-être par le passé. Disons-le honnêtement, typiquement dans les métiers du CHR, la revalorisation, je suis désolée, je vais le dire, très but de décoffrage, ça va faire frémir Vincent, mais c'est le patron qui va passer au tourniquet, parce que soit il doit avoir 2 personnes pour les 2 morceaux du service de la journée, et fatalement ça lui coûte plus cher, où il augmente le salaire. Après, il faudra aussi que le client soit d'accord, parce que quand on est dans une salle comme ça, on est généralement d'accord pour les revalorisations. Quand on paye l'addition, ça peut être parfois un petit peu différent. C'est vraiment ça, là, on parle de... Alors, revalorisation des métiers, je pensais même en termes d'image, pas forcément en termes de salaire. Mais si en on termes dit que c'est la d'image, peut-être pénibilité d'améliorer... du métier qui freine surtout les jeunes, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a des restaurateurs qui ont réfléchi, ou restaurateurs ou hôtels, peu importe, qui ont réfléchi à changer les shifts, à peut-être essayer de proposer quelque chose de différent, peut-être travailler 4 jours, avoir 3 jours de congé, peut-être travailler plus mais donner plus de temps à leurs collaborateurs, peut-être accepter le temps partiel et d'avoir plus d'employés, de collaborateurs. Il y a des initiatives personnelles qui ont été mises en place. Aujourd'hui, il n'y a pas une ligne directrice, tout le monde se pose les mêmes questions. Et cette pénurie, elle est peut-être là pour durer. Donc il y aura une réflexion à avoir. Je sais que certaines institutions... Et vous voyez donc les prémices de ces réflexions Bien sûr, bien sûr. On s'est approché en fait dès le mois de juin de l'année dernière, quand on a commencé à voir qu'on avait de la peine à fournir, parce que le mois de juin, quand on a réouvert tous les restaurants, en juin 2021, après la 2e fermeture, on s'entend, alors là, on a vraiment vu que d'un seul coup, il n'y avait plus assez de personnes et les institutions ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Donc nous, on s'est rapproché d'eux, on a mis en place une task force aussi au sein de l'Office cantonal de l'emploi pour essayer de travailler avec eux, essayer d'identifier les personnes qui sont inscrites chez nous, qui sont le plus proches, tout de suite disponibles et puis qui ont envie de travailler. Et voilà, on a travaillé sur l'été, mais en fait, la problématique, elle ne s'est pas arrêtée à l'été dernier. Elle a perduré et puis aujourd'hui, on se retrouve à être dans quelque chose qui est plutôt sur le moyen long terme. Donc là, il y a des réflexions qu'on va être obligé d'avoir, mais ce n'est pas que dans les métiers de la restauration, ce n'est pas que chez les employeurs que ça doit être fait, mais peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la formation initiale, et dans laquelle ils sont aussi impliqués. Nathalie Brodard, j'ai vu que vous souhaitiez réagir. Avec mon association Hire Me I'm Fabulous, on aide les moins de 30 ans et les plus de 50 en fait, à se repositionner sur le marché du travail. Et c'est vrai que là, je vais parler plutôt des plus de 50 qui sont en fin de chômage. Eux me disent, mais moi, je suis prête, j'ai 55 ans, je suis prête à travailler dans l'hôtellerie. Mais quand je propose mes services comme serveuse, on ne me donne pas la possibilité de le faire parce qu'ils ont peur, parce que j'ai travaillé pendant 20 ou 25 ans dans la banque en tant qu'assistante. Et en parlant avec des hôteliers, ils me disent, c'est vrai qu'on ne va pas forcément prendre ces profils-là, parce qu'on a peur qu'ils ne vont pas rester longtemps ou bien qu'ils vont se rendre compte que finalement c'est trop dur. Les salaires évidemment ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir. Mais finalement, je pense que si les gens ne se rencontrent pas entre futurs employeurs et personnes qui ont fin de droit, on n'arrive pas à avoir cette discussion parce que la personne, elle va peut-être être contente de finir sa carrière dans un hôtel par exemple, avec évidemment un salaire plus bas, mais d'avoir cette dignité de pouvoir retrouver du travail en fait. Donc je pense, la personne me disait que c'est des mentalités qui évoluent, peut-être qu'ils vont considérer ça dans les années à venir, d'engager peut-être moins de jeunes qui effectivement, selon eux, c'était des personnes qui restaient moins longtemps, ils n'ont jamais vu autant de turnover au niveau de la nouvelle génération, mais de prendre des personnes plus âgées, seniors, et qui seront peut-être plus loyales et qui resteront plus longtemps, et puis sur qui ils pourront compter, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un changement des mentalités qui doit être fait. Moi, à ce stade de la discussion, je suis frappée par 2 choses. Vous direz si vous êtes frappée par les mêmes choses, mais on est beaucoup dans le domaine des perceptions subjectives. Vous avez rappelé tout à l'heure, Gilles Miseret, qu'on ne sait pas assez dans le public que en fait, l'employabilité d'un détenteur de CFC est plus élevée que de celui... Alors la Chambre l'a rappelé à 1 ou 2 occasions, mais je crois que généralement dans le public, ça ne se sait pas. De la même manière, voilà, comme vous disiez, Nathalie Brodard, si les personnes ne se rencontrent pas, on ne va pas forcément proposer un poste de serveur-serveuse à une personne de 50 ans et plus. On est quand même beaucoup là dans le domaine de la perception individuelle.
J'aimerais, parce que le temps passe et on a quand même quelques sujets à passer en revue, mais on y reviendra. Puis vous pouvez fourbir d'ores et déjà vos questions pour le panel. On a démarré finalement cette table ronde en parlant de la formation, de l'importance de la formation. On va peut-être parler de la corrélation chômage-formation. Mais Laura Smenard, je crois que vous avez une opinion sur le poids de la formation assez particulière. Dites-nous. Moi, je voulais rebondir aussi sur justement le recrutement ou le fait que les gens ne se rencontrent pas. C'est vrai qu'en Suisse, on a un côté assez classique. Il faut avoir le diplôme, le CFC, la bonne case, la bonne brique. Et on remplace vraiment une brique par une brique. Donc, on cherche toujours la même chose. Et c'est vrai que l'hôtellerie-restauration, on est d'accord, c'est assez particulier parce que c'est vrai que c'est un mouvement... il faut une réforme profonde, on est d'accord. Mais néanmoins, il y a quand même toute une population, justement, qui a envie de travailler, qui a des compétences. Mais on ne leur laisse pas l'accès parce que, justement, ils ne répondent pas sur le papier, sur un CV, pas le bon diplôme, pas assez peut-être blanc, pas assez peut-être homme, je ne sais pas. Mais voilà, tous les clichés aussi qu'on peut donner. Et c'est vrai qu'on voit, par exemple, en France, le groupe Accor a décidé, par exemple, pour l'hôtellerie, de complètement aller chercher des compétences ailleurs. Ils ont dit, mais on va juste recruter par compétences et faire des mini-mises en situation pour aller chercher des personnes qui ont envie. Donc c'est aussi un changement, c'est vraiment une réflexion de ne plus être uniquement sur de la qualification, un diplôme qui vaut exactement ce que je veux, mais vraiment de plus en plus aller vers la compétence, vraiment du recrutement par compétence aujourd'hui. Le premier, je dis messieurs, mais le premier, on voit par exemple sur les offres d'emploi dans la fonction publique, la première chose qu'on demande, qu'est-ce que c'est? Un diplôme. Donc, si vous ne répondez pas à ça, vous n'avez pas accès. C'est dommage, vous allez vous priver de talent. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment toute une réflexion à mener qui est vraiment beaucoup plus axée compétences. Le directeur du groupe ADECO disait la même chose. De plus en plus, on est là, on a les prérequis, vraiment, c'est la montée des exigences. Vos clients aussi, on a de plus en plus d'exigences. Et finalement, après, on se plaint qu'on ne trouve pas. Donc, il faut trouver d'autres modèles. Il faut inventer d'autres modèles. À titre d'exemple... Comment est-ce que vous réagissez ? Bon, moi, la question reconnaissance des compétences à travers des titres, bon, elle peut être soumise à débat. Ce qui est important, effectivement, c'est moi, je défends cette position de dire qu'une fois dans sa vie, on doit pouvoir reconnaître officiellement les compétences de chaque personne qui est dans notre pays, indépendamment de ses origines, de son niveau, de son handicap, parce qu'on est tous handicapés de quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est important. Maintenant, c'est les modèles, de trouver les modèles qui permettent de reconnaître, les compétences. À Genève, et ça, il me plaît de le relever, c'est que nous avons, par exemple, un service lié à la formation des adultes qui permet justement de reconnaître ces compétences. Actuellement, nous formons un peu moins de 1000 adultes par année sur un schéma de reconnaissance des compétences à travers des titres officiels. Alors, c'est vrai qu'il y a cette question de titre qui apparaît, mais au-delà de ça, c'est important, à mes yeux, mais l'économie le marque aussi, de pouvoir officiellement reconnaître des compétences qui permettent de faire valoir un poste. Alors, il y a encore du travail. Mais en comparaison intercantonale, eh bien, on est le service, je ne veux pas dire témoin, mais souvent mis en exergue par rapport à d'autres cantons qui n'ont pas ce type de dispositif de reconnaissance des compétences pour la formation adulte. Il est important de le développer. Il y a encore des pans qu'on doit développer. Je participais la semaine dernière à une table ronde sur la question du handicap. Les personnes présentant une situation de handicap, eh bien, n'ont pas encore une reconnaissance au niveau des associations professionnelles, du monde du travail. Et là, il y a un pan, et j'en ai parlé avec la conseillère d'État, à développer avec les partenaires pour imaginer des modèles qui permettent de reconnaître ces compétences. Mais alors, on est dans le même point de vue. Maintenant, la question de l'État et des exigences de l'État, je pense que l'État, effectivement, doit se poser des questions, comme l'économie, au sens large du terme, par rapport aux conditions cadres, par rapport à des questions de perception du monde du travail, par rapport à la génération de demain et d'aujourd'hui, d'ailleurs. Eh bien, il y a, par exemple, dans mon office, on est dans une démarche de travailler autrement.
Hein, travailler autrement. Alors c'est intéressant pour les collaborateurs de maintenant, mais c'est aussi intéressant, je suis persuadé, de pouvoir proposer des places à l'État. C'est magnifique de travailler au service d'eux, mais qui permet de donner envie, pas uniquement au niveau salarial, hein, je pense mais donner envie par rapport aux conditions cadres de venir rejoindre une équipe qui porte des valeurs et qui a un mode de fonctionnement qui est compatible avec ses aspirations et ses besoins individuels. Je pense que personnellement, ce que j'ai vécu, je ne suis pas sûr que le modèle à 100% travailler à fond et puis d'avoir quand même des dégâts collatéraux est meilleur que le modèle qui est défendu par mes enfants. Voilà, c'est une considération toute personnelle. Mais je crois qu'on peut être un certain nombre à le penser. Fabrice, diplôme, reconnaissance des compétences, comment est-ce que... Non, mais alors j'abonde dans ce que Gilles disait, la reconnaissance des compétences. Alors on travaille sur des projets j'allais dire, d'identification des compétences des gens qui sont inscrits, par exemple, au chômage. C'est des projets qui sont en cours avec une possible adéquation ou mise en adéquation, matching, des recherches des employeurs moins traditionnels que les descriptifs de poste tels qu'ils existent aujourd'hui, et puis d'un autre côté des CV traditionnels pour essayer de voir voilà, pour tel poste, quelles sont les compétences qui sont recherchées, et puis d'un autre côté, au niveau du demandeur d'emploi, quelles sont les compétences qu'ils ont développées à travers leur carrière professionnelle, et puis d'imaginer une adéquation. Donc au niveau de l'Office cantonal de l'emploi à Genève, on a développé un site qui s'appelle ricrac.ch, qui est basé sur des référentiels de compétences au niveau européen, pour dire tel poste, on a besoin de telles compétences, et ce site internet qui nous sert à nous au niveau de la saisie des offres d'emploi pour être vraiment en adéquation avec ce qui se passe sur le marché, mais aussi pour les demandeurs d'emploi pour bien se repérer au niveau de quels sont les postes qui pourraient éventuellement leur convenir, a été repris au niveau du SECO et sera implémenté dans la plateforme statistique qu'on utilise à la fois pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les offres d'emploi, c'est-à-dire le domaine qui nous concerne, les employeurs. Maintenant, moi, je voulais donner un exemple d'une collaboration qu'on avait mise en place il y a quelques années. Donc, c'est ma collègue Carole Singala, qui est la directrice du service des mesures pour l'emploi, qui avait mis ça en place. Il y avait une pénurie dans le domaine horloger, vous en avez parlé tout à l'heure, et puis notamment au niveau des opérateurs. Et on a dit, comment on peut nous aider au niveau du chômage. On ne fait pas de la formation initiale. Hein. Nous, on va essayer de faire monter en employabilité les demandeurs d'emploi pour qu'ils soient facilités dans leur recherche d'emploi. Et donc, c'était une réunion quadripartite, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec bien sûr l'OFPC, parce que l'objectif, c'était de dire, on va trouver des gens qui sont inscrits au chômage, qui ont des compétences transverses qui leur permettraient peut-être d'être opérateurs. Donc, c'est des compétences de maniabilité, d'agilité, d'autonomie, etc. Et puis, de dire, on va les former, on va les inscrire dans un cycle de formation. Donc, on s'est rapproché d'une agence de placement, on s'est rapproché aussi d'un employeur, d'une manufacture. Et puis, l'objectif, c'était de former ces gens pendant une durée de 6 mois, avec un institut de formation sur Genève, et puis qu'à la fin des 6 mois, l'employeur engage ces personnes pour une certaine durée, et puis qu'au bout d'une année, il y ait une certification AFP, sauf faire de MAPA ou de CFC, mais je crois que c'est AFP, qui peut après continuer sur un CFC. Donc l'idée, c'est de sortir à la fois des personnes du chômage, de les former, de certifier aussi ces personnes pour leur assurer un avenir prometteur, que ce soit dans l'entreprise en question ou ailleurs, avec j'allais dire une formation certifiante. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a plus de 8 ans, c'est toujours en place, et ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire avec des partenaires extérieurs, d'être à l'écoute pour essayer de voir où est-ce qu'on peut travailler avec eux. Mais nous, on ne fait pas de la formation j'allais dire initiale. Par contre, on part des compétences des gens et puis on essaie de voir comment on peut les faire évoluer pour faciliter leur retour au travail. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé, on s'est focalisé sur la formation initiale en réalité, mais il y a aussi toute la question de la formation continue. Mesdames, je sais que vous avez l'une et l'autre une opinion sur la formation continue. Est-ce que Laurence Monard commence ? Oui, merci. C'est vrai que la formation continue, elle est nécessaire, on le dit, hein, mais souvent aussi, elle peut être assez... de nouveau très longue, elle peut être laborieuse. Et c'est vrai que, par exemple, Qualification Plus à l'OFPC, c'est vraiment un super modèle, genevois. C'est vrai qu'il n'existe pas dans d'autres cantons. Je veux dire, la validation des acquis et tout.
Mais suivant les publics, ça peut être assez laborieux de le faire. Et pendant ce temps-là, on n'est toujours pas considéré peut-être comme employable ou autre. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une vision de la formation continue qui doit être beaucoup plus courte et beaucoup plus orientée et pragmatique, en fait. Et puis se dire qu'on peut aussi se former plus tard. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Réalise, on a mis en place une formation dans le gros œuvre. Et ça, en co-construction avec les métiers de la construction, d'ailleurs, avec la SSE qui est présente ici. Et pour l'idée de chercher des compétences, se dire, voilà, il va manquer dans le futur aussi des personnes dans le gros œuvre. Donc, il faut aller chercher des compétences parce que plus personne, typiquement, n'a envie d'y aller. Donc, c'est plus attractif. Aujourd'hui, on ne se précipite pas pour devenir maçon. Mais quand même, il y a des gens, de nouveau, sans emploi, beaucoup de gens aussi à l'aide sociale, qui aimeraient travailler dans ce domaine. Donc, on est parti sur une formation extra courte, 4 mois, pour les bases, les fondamentaux, mais vraiment pour prendre des gens qui ont les aptitudes, qui ont l'envie, et ensuite, ils partent dans les entreprises. Et dans les entreprises, ensuite, par la suite, ils pourront se qualifier. Donc, c'est vrai que souvent, quand on a l'inverse, on va d'abord peut-être se qualifier, puis ensuite, éventuellement, peut-être qu'on trouvera un travail. Et peut-être là, de nouveau, est-ce qu'on ne ferait pas l'inverse? On commence par travailler dans les entreprises, on commence par développer ses compétences, et plus tard, on se formera. Donc peut-être aussi que notre système de qualification doit peut-être s'inverser aujourd'hui. Je pense déjà que c'est un gros attrait pour un employeur d'offrir de la formation continue. Maintenant, pour les petites entreprises, c'est plus difficile en fait. Parce que si on est 2 ou 3 ou 5 personnes, puis qu'il y a une personne qui est en formation, ça fait tout de suite un manque de personnel pour l'entreprise qui doit tourner, etc. Donc pour les petites entreprises, c'est quand même un sacré défi. Et je te rejoins en fait en disant voilà, c'est beaucoup trop long. On ne peut pas se permettre d'avoir une personne qui est absente aussi longtemps. Maintenant, moi, dans un monde idéal, toujours dans mon idée des plus de 50 et des moins de 30, mais ça peut être de manière différente, et ce serait de se dire est-ce qu'on n'arriverait pas à créer des duos intergénérationnels en fait. C'est-à-dire, ça ferait... c'est une win-win situation dans le sens où on aurait des gens qui sont très proches de la retraite ou que certaines entreprises malheureusement ne gardent pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont plus agiles, mais d'avoir ces personnes-là qui restent le plus longtemps possible dans la structure jusqu'à leur retraite et en même temps qui forment la nouvelle génération qui vient sur le marché, qui ont fait un apprentissage. Et puis je pense de faire des duos intergénérationnels pour que l'expertise et le savoir continuent à perdurer dans la société, ce serait pour moi potentiellement une solution assez intéressante pour les entreprises. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans la salle? Olivier. On n'a pas parlé d'un secteur qui nous concerne tous, c'est la transition énergétique. Or, dans les carrières MINT ou STEM, qui sont techniques engineering, tout ce qui est autour du CVSE, chauffage, ventilation, sanitaire, électricité, depuis des années, c'est difficile. Les électros, je pense que par rapport à ce que dit M. Misery, ils se renouvellent pas mal, ils font bien le boulot. Mais là, on va parler pompe à chaleur, on va parler solaire, et on va pas prendre des immigrés italiens comme pour le chauffage à bois il y a longtemps. Gilles Misery. Oui, merci de la question parce qu'elle est vraiment d'actualité. Hein. Elle est vraiment d'actualité et c'est vrai que je peux vous annoncer qu'il y aura un nouveau CFC dans 2 ans lié à l'installation de panneaux solaires. Et ça, c'est la dynamique, c'est la magie, c'est vraiment la magie de notre système de formation professionnelle. Et ce n'est pas Berne ni le canton de Genève qui a fait la proposition, c'est vous. C'est les associations du monde du travail qui sont mobilisées et qui disent maintenant on doit former dans le domaine du solaire. Ils se sont réunis, ils se réunissent encore, et c'est ensemble qui définissent un plan d'études, les conditions cadres, etc., etc. Ensuite, la musique, elle est écrite par Berne, et puis ensuite, Genève, pour prendre Genève, on va la danser, cette musique. C'est une image, évidemment, et ça, c'est ce lien entre les besoins de l'économie et la formation initiale, la formation continue, là j'ai moins de champ de réflexion, mais elle est intimement liée. Alors certains disent qu'on va trop vite, d'autres pas assez vite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les plans d'études des 250 métiers, c'est tous les 5 ans qui sont révisés. Pour certains, des formations sont annulées, des formations qui disparaissent, puis comme là, dans cet exemple-là, des formations qui émergent. Donc c'est magique.
Et ça, ben, c'est vraiment le lien avec le besoin. Alors, il y a un petit temps d'attente, effectivement. Et puis, mais ce qui est important, ben, c'est qu'il y a une réactivité. Après, le champ de la formation continue, je me permets d'aller dans ce sens-là, c'est de pouvoir proposer, mais ça, c'est les organisations du monde du travail, de proposer des modules de formation complémentaires. Et il faut le savoir, c'est qu'à Genève, on a une sacrée chance, c'est que nous avons un fonds, ce qui s'appelle la FFPC, je siège à la FFPC, qui permet de soutenir intégralement ou en partie, d'une part, les plans de formation et d'assurer une partie de la perte de gain. Et je suis toujours étonné de voir que la perte de gain est peu demandée pour des formations des collaborateurs et des collaboratrices qui se soustraient de l'activité de l'entreprise et qui est pris en charge actuellement à 100%. Actuellement à 100%. Donc le collaborateur qui quitte l'entreprise, à 100%, l'entrepreneur se fait rembourser le salaire. Alors la FFPC, je la cite parce que les députés, je le salue, ils ont voté modification de la loi qui permet d'assurer une indépendance totale vis-à-vis de l'État à partir de l'année prochaine avec un prélèvement, alors c'est le corollaire, un prélèvement modeste, mais un petit prélèvement sur la masse salariale qui permettra de renforcer la FFPC et d'être particulièrement active dans le domaine de la formation continue. Parce que là, c'est un champ pour moi qui est très important. Parce qu'on parle de formation initiale. Très bien, c'est les jeunes et les moins jeunes. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir inspirer une population, Fabrice le relevait, une population qui a des qualifications, qui n'est pas forcément toujours en phase avec les besoins du marché. Et c'est ce matchage, ce lien qu'il faut qu'on assure ensemble. Et là, les outils, pour moi, ne sont pas assez utilisés. Alors, si je peux faire de la pub. La voiture avec les chefs de projet expérimentés dont il y a besoin, le temps oui. que les CFC solaires sortent, voilà. Avec les modules, on doit pouvoir y arriver. Et là, on a les moyens qui permettent d'arriver. La FFPC est là en particulier pour ce type d'action. Ouais. Autre question, ou bien est-ce qu'il y a un commentaire peut-être sur ce point, Laurence? Moi, je me posais la question, parce que vous avez dit toutes les 5 ans, hein, les ordonnances, oui, etc. Les révisions, oui. Et je me posais la question aujourd'hui, est-ce que 5 ans, c'est pas long dans notre monde d'aujourd'hui? Là, on va toujours avoir, peut-être qu'avant, on faisait 10 ans, mais aujourd'hui... C'est ce que je disais, hein, c'est que certains trouvent que c'est trop vite, trop long. C'est quand même... voilà, il faut imaginer ce que ça engendre comme discussion au niveau de la Confédération, au niveau des organisations du travail, pour écrire un plan d'études. Moi, j'ai été engagé à l'école d'ingénieurs pour créer une filière de formation de toutes pièces. Je peux vous dire, j'étais seul au début, mais il m'a fallu bien 3 ans pour écrire le plan d'études de formation supérieure. Donc, il faut quand même laisser un tout petit peu de temps, il faut pouvoir consolider un plan d'études, de définir qui fait quoi, quelles sont les exigences requises pour obtenir un titre. Donc, on peut imaginer que c'est trop long, mais ce qui est important aussi, c'est la régulation par rapport à la formation de l'apprentissage. C'est qu'une économie, une économie qui engage des apprentis dans des secteurs donnés, c'est en lien avec une dynamique, devrait être une dynamique actuelle du niveau de l'économie. Une économie qui marche bien, on devrait actuellement avoir une pléthore d'apprentis. Ben oui. Et ce n'est pas le cas à Genève. Alors il y a d'autres problèmes, et ça sera peut-être un autre débat d'ailleurs. Y a-t-il encore une question dans la salle? Justement, je rebondis sur ce que vous évoquez. Le professeur aussi l'a dit dans son propos tout à l'heure, il a évoqué l'attractivité du canton. Et vous avez votre première question, renvoyer la balle, si je puis dire, vers l'économie. Vous avez peut-être tous plus ou moins entendu parler de l'initiative récente de la FLAG, la Fondation pour l'attractivité de Genève, qui a été, je crois, initiée par des grands dirigeants, dont Firmin Lich et autres, et qui s'inquiètent justement de cette situation du canton, où il y a cette situation de pénurie, où il y a de la demande, il y a de l'activité, effectivement, mais en termes de mobilité, de logement, il y a des vraies problématiques, et je crois que l'étude qui a été diffusée évoquait 72% des entreprises interrogées prêtes à quitter le canton si ça ne s'améliore pas. Donc, est-ce que ce n'est pas le cœur finalement du sujet de dire, oui, on a pénurie, mais les gens ne peuvent pas se loger ou mal, on ne peut pas circuler, donc finalement, on va voir ailleurs. Donc aujourd'hui, ce sont les salariés, les potentiels employés qui sont en train de regarder ailleurs parce que Genève fait défaut à ce niveau-là, et les entreprises vont suivre si on ne change pas. Donc moi, je vous rejoins, c'est l'économie et le politique finalement qui sont au cœur du sujet. Alors, avant de passer la parole à qui voudrait répondre du panel, peut-être un élément
ça fait belle lurette que le canton de Genève a la particularité d'avoir plus de places de travail que de résidents. Donc de toute façon, je m'autorise à vous renvoyer à une étude de la Chambre de commerce, que j'avais écrite en son temps d'ailleurs. Donc, non, mais ça c'est un paramètre très important, c'est que Genève fonctionne comme une ville-centre pour sa grande périphérie, et donc il y a de toute façon plus de places de travail que de personnes résidentes à Genève. Donc il y a toujours une importation de main-d'œuvre. Ça, c'est juste pour poser le cadre, mais qui souhaite poursuivre sur la question de monsieur? Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais poursuivre sur la question, mais par rapport à ce que tu disais, effectivement, on a 360 000 places offertes de travail et 240 000 ou 250 000 personnes. Donc, de toute façon, même si on arrivait à placer toutes les personnes qui sont inscrites au chômage, on n'arriverait de toute façon pas. Et encore, ça veut dire que les personnes devraient pouvoir matcher avec les besoins de notre économie. Moi, ce que je voulais dire aussi, peut-être par rapport aux chiffres que le professeur Ferluzzi a donné tout à l'heure, on est à 3,7% de taux de chômage à Genève. Ça veut dire qu'on n'a jamais été aussi bas depuis plus de 20 ans, même si c'est uniquement les personnes qui sont tout de suite disponibles. On a 14 000 personnes qui sont inscrites chez nous. C'est à peu près le chiffre qu'on avait en février 2020, juste avant la crise. Donc on est revenu quand même, notre économie elle est quand même résiliente, parce que quelque part, on se retrouve avec un taux de chômage 2 ans après la crise, alors et on parle de pénurie et autres, quasiment identique à ce qu'on était juste avant la crise. Maintenant, par rapport à votre question... oui, alors effectivement, les questions de mobilité... Alors, il y a un enjeu d'actu sur le thème, le 23 novembre, vous pouvez noter. Non, je pense que c'est des vraies questions. C'est sur les infrastructures du canton. C'est fondamental, c'est plus global que le point qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Donc je crains que vous deviez revenir aux prochaines tables rondes pour avoir à la fin l'image globale. On disait au début, donc, on a parlé beaucoup de l'employabilité. Est-ce que vous avez expliqué les démarches entreprises par votre office? Est-ce que le travail sur l'employabilité, est-ce que vous êtes confiant que ça va pallier le manque de formation pour ces nouveaux métiers, les nouveaux métiers dont pour certains on ne sait pas encore ce qu'ils vont être? Alors, Olivier Taburet a parlé des installateurs de panneaux photovoltaïques, mais il y a tous les métiers qu'on ne connaît pas encore, et ça fait aussi un certain nombre d'années qu'on dit il y a tant de métiers, etc. Sachant que le besoin, par ailleurs, émane de l'entreprise qui doit dire « Oh, moi j'ai besoin d'un nouveau métier » et qu'il faut ensuite bien faire le plan d'études, est-ce qu'il n'y a pas forcément, on n'est pas condamné à une espèce de gap temporel, d'une part, et donc d'autre part, comme l'employabilité, quel rôle concret, quel résultat concret peut-on en attendre? Alors, je ne sais pas, vous commencez sur l'employabilité, puis Gilles, sur l'émergence des nouveaux métiers. On est peut-être un petit peu plus agile, mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une formation équivalente en termes de certification, etc. Mais on est peut-être un peu plus agile parce qu'on peut travailler directement avec les entreprises. Moi, j'ai une séance, pas plus tard que tout à l'heure, justement sur ce métier d'installateur de panneaux solaires, qu'on doit discuter au sein de l'Office pour dire, OK, est-ce que peut-être on peut mettre quelque chose en place pour compenser un petit peu ce manque de compétences, peut-être qui n'existe pas, avec des gens qui sont inscrits chez nous, et puis mettre en place une formation. Alors là, on devra se faire aider avec peut-être des entreprises privées, peut-être des instituts de formation, etc., pour pouvoir essayer de mettre ça en place. Donc agir, là, on peut agir peut-être de manière un petit peu plus rapide. Après, on reste limité dans le nombre de personnes qu'on peut former et sur ces périodes-là. Mais je sais que, oui, on est très attentif aux demandes du marché. Et c'est aussi notre rôle d'être en contact, que ce soit avec les associations fêtières responsables des domaines et secteurs d'activité, mais aussi avec les entreprises. On essaie de parler quotidiennement avec eux pour connaître un petit peu leurs besoins. Mais des fois, eux-mêmes ne connaissent pas les besoins futurs, des futurs métiers qui ne sont peut-être pas encore ici présents. Donc, moralité, employeur dans la salle, si vous avez des besoins, tout de suite, tout à l'heure au café, il faut bien mettre la main sur Fabrice Shore.
comment traiter la formation des métiers qu'on ne connaît pas encore. Alors ça, c'est effectivement, Dans la liste du Père Noël. c'est dans la liste du Père Noël, mais effectivement, il y a. Ce que je relève, c'est que, je ne sais pas au niveau de la salle, mais est-ce que j'exerce toujours le métier que j'ai appris initialement? C'est une réalité. Moi, évidemment que non. Je suis pas venu avec mes bottes de maraîcher ou d'agriculteur. Donc, j'ai appris un métier et je fais une autre profession. Et ça je pense que c'est valable. J'en parlais avec Fabrice par rapport à son parcours, nos parcours respectifs. On apprend un métier et on évolue. Et ça, je pense que, en tout cas, je suis attentif dans les discussions au niveau de la formation des apprentis, parce que c'est mon champ de compétences, vous l'avez bien compris, qu'il y ait des compétences dites sociales qui apparaissent. Je m'explique. La question d'un futur collaborateur, eh bien, c'est les connaissances techniques, pratiques, professionnelles, mais c'est les compétences aussi de pouvoir acquérir d'autres compétences, de pouvoir travailler avec d'autres corps de métier. Et ces compétences sociales, pour moi, elles sont essentielles pour permettre d'évoluer, pour permettre de s'asseoir à travers des formations, des programmes de formation continue. Par exemple, je ne sais pas, un électricien qui a la capacité, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, les électriciens, de monter sur des toits et de mettre des panneaux solaires sur des toits avec tous les problèmes d'étanchéité. Donc là, oui, la capacité d'apprendre. Et ça, je pense que là l'État, je pense qu'il a une responsabilité à titre personnel d'avoir une approche plus projet, capable d'apprendre par projet. Alors les plans d'études, et ça je le salue parce que les ORTRA l'ont bien compris, les plans d'études, la plupart des métiers, maintenant il y a des approches par projet. On n'apprend plus le métier par discipline, mais il y a une approche nouvelle, pédagogique, qui permet véritablement d'avoir des réflexes un peu différents et d'être capable de se poser des questions par rapport à soi et puis de pouvoir s'entourer de compétences différentes qui permettent d'évoluer par rapport à des métiers qu'on ne connaît pas, oui. Laurence Monnard. Oui, je voulais réagir tout à fait. Les soft skills, donc on sait que c'est la seule chose qui va rester finalement, puisque les compétences techniques, voilà, elles vont évoluer tout le temps. Et ce qui amène de nouveau à la question du recrutement. Comment est-ce qu'on va identifier ces softs si aujourd'hui on est dans un système assez classique finalement de recrutement où, encore une fois, à ce stade, on est quand même assez sur le CV, le diplôme. Alors que si on va aller chercher justement les softs pour pouvoir les utiliser. Donc de nouveau, ça revient à réinventer aussi les méthodes de recrutement qui sont un peu différentes pour identifier les compétences. Et évidemment, ce n'est pas possible avec la robotisation du recrutement, en fait. Donc, je parle pour notre métier. Non, moi, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire au niveau des écoles. Enfin, moi, je vois mes fils, ils sont au cycle au niveau à Genève. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la réalité. On est encore dans un système qui est très archaïque. L'enseignement aujourd'hui, il n'est pas adapté au marché du travail de demain, même d'aujourd'hui, en fait. Et j'ai l'impression qu'on a des discussions parallèles avec eux entre ce qu'ils pensent être le monde du travail, ce qu'on leur apprend à l'école et la réalité. Et c'est vrai qu'encore, par rapport à l'apprentissage, moi, je trouve que c'est extraordinaire ce que vous faites. Mais il y a encore des sociétés qui sont snobs par rapport à des gens qui ont fait qu'un apprentissage. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que vous avez dans le monde bancaire, vous avez des gens extraordinaires qui sont à des postes très élevés, qui ont fait des apprentissages puis qui se sont évidemment formés par la suite. Mais on a encore des clients qui nous disent mais s'il n'a pas un diplôme universitaire, on ne veut pas en entendre parler. Donc je trouve que c'est des choses qu'on ne devrait plus entendre en fait aujourd'hui dans le monde de la banque ou ailleurs en fait. Et évidemment, de faire des entretiens d'une manière différente, de nouveau les rencontres, ça permet de pouvoir justement tester ces soft skills. Y a-t-il une question dans la salle? Je travaille aussi en agence de recrutement et je partage votre opinion qu'il faudrait recruter sur des compétences, etc. Mais alors dans la pratique, alors j'ai peut-être pas les bons clients, mais dans la pratique, on me demande j'ai un descriptif de poste et il faut que le CV corresponde. Et je pense que la plupart des gens, même peut-être dans cette salle, quand il faut recruter, malgré tout, on se dit, bon, celui qui a fait exactement la même chose dans la banque concurrente, dans l'agence de recrutement concurrente, je prends moins de risques parce qu'il saura faire, le métier pour lequel je recrute. C'est juste une question de risque. Alors, je peux encore rajouter
rajouter, en plus, si vous passez par des ressources humaines dans une entreprise où ben voilà, les ressources humaines, c'est une sorte de courroie de passage, lui aussi, il va présenter des CV qui collent le plus au descriptif de poste, parce que ben voilà, forcément, si on recrute quelqu'un qui a fait la même chose ailleurs, ben voilà, on minimise son risque. On minimise son risque. C'est vraiment juste une histoire de... Mais je vous remercie beaucoup de votre question parce qu'elle m'est venue... J'adorerais que ce soit par compétence, mais c'était typiquement quand on a des CV qui viennent d'agences d'outplacement où on a des compétences, des CV entiers sur compétences. Personne ne nous demande ça, personne. Mais je vous remercie de votre question parce qu'en fait, elle m'est venue à l'esprit tout à l'heure quand Fabrice Chor, il y a déjà un petit moment, disait, quand justement on a commencé à parler des compétences versus les diplômes, puis vous expliquiez l'outil qui était mis en place et les efforts que vous faisiez. Et la question que j'allais vous poser après, c'était, mais donc c'est bien que l'OCE y pense et fasse des pas, mais en même temps, vous êtes obligé, comment est-ce que vous faites de la vulgarisation par rapport à l'employeur, parce que vous êtes aussi obligé de répondre à ce que demande l'employeur. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il y a une tension, enfin, oui. Pas Là, au on sens... parlait d'un projet pilote qui se fait au niveau fédéral et puis qui est basé sur un site qu'on avait développé chez nous, parce qu'on sent que c'est vers là qu'il faut aller. Aujourd'hui, on a une plateforme, pour vous dire comment on fonctionne, on a une plateforme d'échange où on a d'un côté les demandeurs d'emploi, avec les CV, enfin toute l'information de leur parcours professionnel. Et puis on a un champ skills, compétences, qui est rempli par chaque conseiller en personnel au moment du premier entretien. Et puis de l'autre côté, on a les emplois vacants qui nous sont annoncés par les employeurs sous la forme d'un descriptif de poste totalement traditionnel. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis d'un côté, et on doit faire matcher ces deux choses. Et donc, on passe par l'intermédiaire des conseillers en personnel qui connaissent leurs demandeurs d'emploi et qui peuvent assigner en fonction des postes qui sont là. Et puis après, nous, on a différents niveaux de traitement, puisqu'on a plus de 25 000 postes qui nous sont annoncés par année. L'année dernière, c'était à peu près ça. Donc, on ne peut pas traiter, mon service, on a 7 conseillers en recrutement. Donc, on ne traite pas tout en présélection. Donc, il y a des choses qui se font directement, le lien entre le demandeur d'emploi par l'intermédiaire d'une plateforme qui est le Travail Suisse, Jobo, où on active le demandeur d'emploi pour qu'il fasse ses propres recherches, etc. Mais à un moment, il faut pouvoir matcher les recherches en fonction des compétences des gens. Et là, c'est là où c'est intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de mettre en relation les autres. Mais traditionnellement, on a une offre, un CV. Ce que est demandé par l'employeur, c'est un dossier en quatre, donc les certificats, le CV, la lettre de motivation, etc. Et puis les diplômes. On reste là, mais si on veut aller plus loin, si on veut aussi pouvoir aider et puis aller défricher un petit peu, puis d'être un petit peu plus, je veux dire, gagner en adéquation, ben, on est obligé d'essayer de trouver des chemins qui sont un petit peu moins traditionnels. Mais aujourd'hui, on continue à travailler comme ça. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, je suis le premier à vouloir... Après, il y a d'autres... Alors, attendez, excusez-moi, parce que les dames voulaient réagir aussi sur cette question. Alors, non, je rassure Marc-Antoine, on est dans la même situation. Non, là, on parlait en fait des métiers du futur, en fait, par rapport à comment est-ce qu'on va trouver en fait les compétences et les soft skills en fait par rapport à des métiers qui n'existent pas. Évidemment, quand un client, on a aussi des très très bons clients, mais évidemment quand les clients font appel à un cabinet de recrutement, bah, ils payent pour un service, donc ils ont besoin de dossiers qui correspondent à leurs demandes. Si on cherche un banquier qui peut ramener 300 millions, je ne vais pas lui ramener quelqu'un qui n'est pas capable ou qui est une assistante de gestion, par exemple. Mais par exemple, si je cherche une assistante de gestion et puis que j'ai une discussion avec mon client, je vais évidemment lui dire, écoutez, on a ces dossiers qui correspondent. Pourquoi vous ne rencontriez pas cette personne qui est un peu plus âgée, qui a fait une belle expérience aussi, puis que ça fait un petit moment qu'elle cherche du travail. Je pense que par rapport à la personnalité, elle pourrait correspondre à votre entreprise. Je pense que sur des métiers qui sont un peu plus ouverts, on peut avoir la capacité au moins de les rencontrer et puis de voir s'il n'y a pas un match ou autre chose dans l'entreprise. Donc, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on recherche un profil avec des compétences techniques, des soft skills. On nous demande ce genre de profil-là puis qui vont forcément être engagés. Mais on peut aussi élargir un petit peu les recherches. Qui, dans les deux cas, demande un effort de pédagogie vis-à-vis du client employeur. Ouais, c'est ça. Laurence Menard.
Ouais, je vous remercie d'avoir souligné ça, parce que c'est vrai que nous aussi, on est confrontés tous les jours à des personnes qui disent « oui, mais ils n'ont pas le bon CV ». Donc, nous, on forme des candidats peu diplômés, donc du coup, ça n'a pas tellement d'intérêt d'avoir un CV. Je veux dire, de voir qu'ils ont travaillé il y a 10 ans dans un domaine, donc c'est plutôt les compétences. Je pense qu'aussi, ça va aussi évoluer, j'espère, hein, avec une génération où peut-être ce sera complètement has-been. Peut-être dans 10 ans, on demandera un CV, on dira « vous êtes complètement à côté de la plaque ». Donc c'est vrai de commencer à sensibiliser aussi là-dessus, en fait, les clients. Alors je comprends que nous, on peut le faire parce qu'ils ne nous payent pas, heureusement, donc on peut encore essayer d'avoir un impact, je veux dire, positif par rapport à ça. Et autre chose aussi, c'est peut-être, des fois, malheureusement, il faut vivre des crises pour que justement les employeurs réfléchissent autrement. L'exemple de l'horlogerie, vous l'avez cité tout à l'heure, ça choque personne qu'on ait fait des reconversions dans l'horlogerie, parce qu'elle a aussi un historique, l'horlogerie. La restauration, on commence à baisser les prérequis parce qu'on ne trouve pas. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on doit attendre des pénuries pour justement changer les méthodes, en fait? Donc, c'est que quand on a vraiment, on n'a plus de personnes, plus de main-d'œuvre, qu'on commence à réfléchir aussi différemment et qu'on l'accepte. La solution, c'est de ne pas le faire. Ça fait avancer, en tout cas. Question, oui, monsieur. Oui, quand je vous entends, Mme Bollard, sur les qualifications, ou Mme Bollard sur les jeunes et les jeunes depuis un peu plus longtemps, peut-être, et puis le professeur Ferrobuzzi sur les attentes des millénials, je me demande quelle est votre perception de la proposition de valeur que l'économie offre aux employés. Je me demande s'il n'y a pas une dissymétrie entre offre et demande, et si l'économie ne serait pas en retard d'une guerre, en fait, dans cette histoire. Moi, je n'ai pas compris la phrase. Si l'économie ne serait pas En retard d'une guerre. Par rapport aux jeunes, vous dites hein. Par rapport à toute la situation, manifestement, les deux communautés employeurs-employés se rencontrent plus tellement. Oui. Est-ce que c'est la proposition de valeur qui est là où le chat a mal à la patte? Alors, je pense qu'effectivement, on a un peu de retard, en fait, hein, par rapport à ce que les employés veulent maintenant et puis ce que les employeurs proposent. Le Covid a quand même accéléré pas mal de choses. J'ai vu une étude qui disait que les employeurs pensent à mettre en place un peu plus de flexibilité, un peu plus de formation continue justement pour les employés, mais ça reste encore dans le futur. Certaines le font très bien, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, en fait. Aujourd'hui, on voit des candidats qui, effectivement, recherchent un poste qui ait du sens, en fait. Oui, on a vu aussi des gens qui partaient complètement du monde bancaire pour travailler comme maraîcher ou pour faire des choses complètement différentes. Et ça, on n'avait pas forcément vu avant. Donc, il y a aussi une remise en question par rapport à est-ce que j'ai envie de faire ça encore 10 ans, quoi. Je suis banquier ou je suis comptable aujourd'hui, je suis dans cette société depuis 10-15 ans, est-ce que j'ai encore envie d'être là pendant 10-15 ans? Et pour les entreprises, c'est très difficile de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir garder les gens. Puis c'est vrai que c'est la guerre des talents. On a envie que les gens qui sont bons restent chez nous. Donc on essaye de trouver des solutions, mais en même temps, il y a un positionnement de la personne qui c'est plus aussi important. La loyauté est plus vraiment là, en fait, hein. Au moins en tout cas. Laurence? Moi, je rejoins en effet que c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de loyauté. Je crois qu'il faut aussi accepter que les cycles de travail sont beaucoup plus courts, de nouveau. Aujourd'hui, avant, on engageait une personne, on en a au moins pour 5 ans, peut-être maintenant c'est 3, peut-être dans 10 ans, ce sera 2 ans. Et je pense que ça, on doit l'accepter, en fait. Et ce n'est pas seulement que l'employeur et l'employé ne se rencontrent pas, mais c'est vrai qu'il y a des envies, probablement beaucoup plus d'évolution aussi. Fabrice, sur ce sujet? Non, mais ce n'est pas une obligation. Gilles, un commentaire? Non plus. Oui. Tout à l'heure, on disait apprendre par projet, mais c'est aussi travailler par projet. On ne va pas retourner au journalier de l'agriculture qui faisait une saison, le vignoble, la récolte, les asperges, je ne sais quoi, mais parfois prendre quelqu'un de plus senior, avec un peu de conversion, quels sont les bons soft skills. Bon, évidemment, je prêche, on est une agence de placement spécialisée en cadre senior et en temporaire, hein, donc, mais on peut faire des très belles choses. Ça ne va pas répondre à toute la pénurie de main-d'œuvre. Marco Teddy, l'Union patronale 6, il dit même si on met tous les seniors au travail jusqu'à 65 ans, y compris les femmes avec la VS 21, ça ne suffit pas à résoudre la pénurie, hein, même si on avait un matching parfait. Mais c'est encore
c'est encore peut-être une parade. Y a-t-il une autre question? Oui. Oui. Moi, je fais le distinguo entre les emplois qualifiés, tout ce qui est dans le digital, etc., qui va vraiment demander des formations, et les emplois qui sont dits basiques, sans que ce soit péjoratif du tout, et qui demandent justement des compétences personnelles, de la motivation, et pas forcément une formation. Ça fait 17 ans que je fais le métier de classement personnel, et les mêmes métiers 10 ans après, en fait, sont passés de gens non qualifiés, juste motivés et qui avaient envie de travailler, à des métiers justement où aujourd'hui on demande des CFC pour faire des postes de simples opérateurs. Et ça, je dis, est-ce qu'on n'a pas trop fait de formation justement et donné le luxe aux RH et aux entreprises de surqualifier les postes de base? Ah, est-ce qu'on surqualifie les postes de base, Gilles? Alors l'économie, c'est à l'économie de répondre, mais c'est vrai que la tendance, c'est la nécessité, vous l'avez relevé, hein, la question du titre, la question des reconnaissances des compétences à travers un titre officiel, c'est une réalité. Alors bon, on est contre ou pour, moi je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais c'est vrai que celui, et les chiffres le montrent, hein, celui qui n'a pas de titre, eh bien il est malmené, il a un risque 4 fois plus important, entre 2 à 4 fois plus important de se retrouver sans emploi. C'est une réalité. Alors maintenant, est-ce que, voilà, comment, moi j'ai pas d'explication à formuler. Le degré d'exigence des entreprises étant que, probablement, hein, c'est une supposition qui fait que on souhaite une rentabilité maximale, que la question de l'intégration des personnes à faible qualification, elle est discutée au niveau de la rentabilité. Les filières professionnelles ont proposé, maintenant il y a une formation du type AFP, hein, c'est bien de le relever parce que le CFC c'est connu, c'est dans nos gènes, mais l'AFP c'est quand même relativement récent. Et il me plaît de relever la qualité de cette formation, mais c'est une formation plus axée sur la pratique, c'est 2 ans de formation pour des jeunes qui ont plus de difficultés scolairement parlant, mais qui est quand même exigeante et ça met en marge quand même une population qui n'a pas encore la capacité d'acquérir les compétences de type AFP. C'est une réalité, c'est vrai. Ouais. Laurence? Bon, je rejoins Hugues qui relève. C'est vrai qu'on a une montée des exigences partout. C'est vrai que les postes d'opérateurs, en effet, avant, il suffisait d'avoir des aptitudes, puis aujourd'hui, c'est l'AFP, après le CFC. Et de nouveau, on prend des gens surqualifiés aussi, parfois, pour des postes, je veux dire, qui sont totalement accessibles au niveau des compétences, ou pas accessibles pour des personnes qui doivent faire un effort, travailler le soir, refaire des études. Tout le monde ne peut pas, de nouveau. Donc et de nouveau, de se dire, est-ce qu'on n'a pas envie, justement, de descendre, peut-être, d'un cran, la qualification, je dis ça dans le sens, c'est prendre des gens motivés qui ont des compétences et qui pourront évoluer. Parce que de nouveau, après, on s'arrache, hein, les plus qualifiés, mais ils vont partir, évidemment, on se les arrache. Donc c'est vraiment partir aussi du principe de personnes... On pourrait presque partir dans un nouveau débat, parce que est-ce qu'il s'agit de surqualification ou de demander un titre à un poste où un titre n'est pas nécessairement nécessaire pour faire le travail. D'ailleurs, du point de vue du digital, l'école 42, qui est maintenant aussi à Lausanne, montre qu'on va dans un sens de prendre les gens sur le tas, qui se forment parce qu'ils sont motivés. Et, bon, pour la Suisse, c'est encore un peu trop tôt pour voir les conséquences, mais nous arrivons gentiment au bout de notre table ronde et je voudrais demander, après vous pourrez évidemment poursuivre la discussion, mais je voudrais demander à nos panélistes s'ils avaient une baguette magique. Donc, je vous rappelle, le thème de la table ronde, c'était la pénurie de main-d'œuvre entre structure et conjoncture. Si vous aviez chacune et chacun une baguette magique, que feriez-vous pour agir sur cette pénurie ou sur le marché du travail en général? Alors, comme je ne vous ai pas préparé à cette question finale, je ne vais pas désigner l'ordre, je vais dire qui souhaite s'exprimer en premier. Laurence. Alors moi, je changerais peut-être déjà l'assurance chômage.
qui aujourd'hui est assez rigide et permet peu les reconversions. Et peut-être j'investirais en amont, c'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin du chômage, mais qu'on investisse sur l'emploi en amont et les filières ou des filières continues pour vraiment pouvoir investir dans les métiers porteurs, les métiers de demain. Donc tout ce qui est justement la transition énergétique, si j'avais ma baguette. Nathalie. Moi, je reviens sur toujours mon initiative Jaime I'm Fabulous. Je créerai de nouveau, comme j'ai dit avant, des duos intergénérationnels qui permettent de donner la possibilité aux gens qui ont plus de 50 ans de se remettre sur le marché du travail et aux jeunes d'apprendre de ces gens. En fait. Messieurs. Moi, je rejoins un petit peu Laurence. Si on pouvait avoir un peu plus de flexibilité j'allais dire, la manière dont on doit gérer l'assurance chômage, c'est-à-dire qui ne permet pas effectivement la reconversion, ça nous permettrait de plus jouer sur les compétences et de plus permettre aux gens d'évoluer. Parce que c'est vrai que les gens qui viennent s'inscrire chez nous, on les inscrit sous le code métier, qui est le dernier métier qu'ils ont exercé. Et puis, ils doivent rechercher dans cette cible. Après, ils peuvent chercher dans toutes les cibles qu'ils veulent, mais les mesures du marché du travail qu'on peut mettre en place sont plutôt en lien avec le gain en employabilité sur leur cible en question. Donc, si on avait un peu plus de flexibilité là-dedans, ça nous permettrait de faire des choses. Donc, on le fait, on a des mesures qui sont mises en place, comme Level Plus, dont vous avez certainement entendu parler pour les seniors, qui est un projet pilote qui est basé à Genève, uniquement sur les seniors, où là, on a créé un environnement particulier. Et c'est parce que c'est un projet assez unique, mais c'est dans ce sens-là qu'on aimerait aller. Je pense que là, on aurait du travail à faire pour l'avenir. Je ne veux pas aller dans le détail de Level Plus. Je vous invite à aller sur le site internet pour découvrir, mais je ne veux pas savoir volontiers. Très bonne recommandation. Voilà. Gilles? Alors moi, ce serait 2 coups de baguette magique. C'est autorisé. C'est autorisé. Le premier, c'est développer l'apprentissage à Genève. Donc, tripler les effectifs. Ah, mais c'est ça, c'est une réalité. Actuellement, on est à 1,7 apprentis pour 100 collaborateurs. La moyenne suisse est à 5. Donc, tripler le nombre d'apprentis pour les questions évidentes liées à l'employabilité, le recrutement, etc., etc. Puis, le deuxième coup de baguette magique, eh bien, c'est développer la formation continue au sein des entreprises. D'une part, pour garantir que la population active suivent, on a parlé de panneaux solaires, suivent l'évolution technologique et des nouveaux métiers, et d'autre part, de proposer des conditions cadres au niveau des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, qui donnent des perspectives réjouissantes pour la génération actuelle. Merci beaucoup, c'est un très beau mot de la fin. Je crois qu'on peut applaudir les panélistes. Et je vous propose de poursuivre dans la salle à côté les discussions autour du café. Merci beaucoup. Merci Alessandra. Oui, merci. Bravo.